Bonjour et bon retour dans le podcast Cœur de papa. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir, Jérémy Coron, un homme que je suis depuis plusieurs temps et qui m'a été recommandé par, Pierre Dufraisse et je suis son podcast au début, ses partages autour des neurosciences, de la productivité et plus largement du développement humain. C'est Pierre qui m'a fait découvrir son univers, qui nous a mis qui t'a recommandé Mmh. en tant que papa comme, invité du podcast. Je l'en remercie et j'ai hâte de commencer cet épisode et de découvrir un peu plus, ton univers. Bienvenue dans Cœur de Papa. Je suis Aurélien, papa des 4 merveilleux enfants que vous venez d'entendre. Et je vais vous partager mes aventures et réflexions d'être un papa à 100%. Au programme, ma vision de la parentalité, de la paternité, de l'instruction des enfants, de leur santé et de la mienne, et de l'intégration de tout ça dans le quotidien. Entre doux rêves et réalité, c'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui. Pour ceux qui te connaîtraient pas, est-ce que tu peux te présenter? Donc tu es un peu un spécialiste des neurosciences. Et dans ta présentation ou après, ma première question, ça serait comment toi t'es arrivé dans les neurosciences? Qu'est-ce qui t'a amené à découvrir ce sujet-là et à creuser ce sujet-là? OK, déjà merci pour l'invitation. Merci à Pierre, qui potentiellement nous écoute, de m'avoir recommandé sur ton podcast et pour ceux qui ne le savent pas, félicitations à Pierre d'être maintenant effectivement un officiel papa. Ça fait Ouais. maintenant quelques semaines, voire déjà quelques mois. Le temps passe tellement vite que j'ai plus trop de notion du temps. Alors, j'aime bien commencer quand on me pose cette fameuse question du «Qui suis-je?» en disant: «Je suis déjà père», mais c'est un peu imponsif que de dire ça chez toi, donc on va se faire l'économie de le dire. De mon côté, effectivement, j'ai une activité tout simplement où j'accompagne des entrepreneurs à être plus productifs. Si on simplifie les choses, c'est ça. Maintenant, si on les complexifie davantage, les outils dont je me sers, ce ne sont pas des outils de productivité classiques. Je ne parle pas de logiciels, de Notion, de Trello et j'en passe, ni même de méthode GTD. Mon point vraiment d'intérêt, c'est l'humain. Et c'est comment replacer l'être humain au centre de l'équation de la productivité. J'en ai fait un livre d'ailleurs qui est juste là, qui s'appelle Votre cerveau n'est pas programmé pour être productif, qui est disponible partout, et cetera. Peu importe, c'est pas le sujet ici, mais vraiment, c'est mon cœur de travail, c'est l'être humain, le cerveau humain. Après, tu me posais une question relative aux neurosciences. Tu m'as décrit comme étant un expert en neurosciences. Je me ferai pas cet attribut-là. Je suis assez modeste par rapport à ça maintenant. Là où par le passé, j'étais un peu moins, maintenant je le suis. Heu, je suis davantage expert dans l'utilisation des neurosciences comme levier de productivité. J'ai pas fait d'études en neurosciences, je viens d'un master de ressources humaines, mais en fait, ce que j'ai voulu faire, c'est comprendre avec mon approche, que j'appelle la neuroproductivité, en quoi le cerveau humain peut ou non devenir productif. Comment cela se fait et que des personnes qui, comme ce fut mon cas dans le passé, des personnes qui lisaient beaucoup en productivité, qui se formaient beaucoup, et cetera, malgré toutes leurs connaissances, leurs compétences, une fois arrivées dans la réalité des choses, ne parvenaient pas à être à 100, finissaient toute leur journée avec la frustration d'avoir plus de tâches qu'il leur reste à faire que de tâches qu'ils avaient à faire en commençant la journée. Et c'est comme ça, après avoir un peu testé tous les outils, les méthodes, que j'ai vu que cela ne changeait rien à mon niveau personnel, que j'ai commencé à me former par rapport au sujet de l'alimentation, du sommeil, des neurosciences, pour, au bout de 10 ans quasiment, hein, créer mon approche neuroproductivité. Donc c'est ton parcours personnel qui t'a amené à te pencher sur ce sujet-là pour améliorer, d'abord toi-même tes propres performances? J'ai toujours été quelqu'un d'ambitieux, de motivé et qui a vraiment sacralisé le temps, notamment au niveau de l'adolescence où chaque minute passée sans être productif était passée comme une minute de perdu. Maintenant, mon rapport a beaucoup évolué par rapport au temps parce que ça m'a poussé dans des extrêmes que je ne souhaitais pas revivre, encore moins quand on est papa. Un sujet qu'on pourrait évoquer parce que j'ai eu beaucoup de résistance au départ, lors de mes premières années en tant que père, hein, par rapport au temps, par rapport aux enfants, par rapport à l'énergie qu'ils me volaient. C'est comme ça que je le percevais à l'époque, du moins. Et en fait, le point d'inflexion qui m'a permis de comprendre l'importance du corps humain, de l'esprit humain dans la productivité, ce fut la musculation. Naturellement, on peut se dire: «OK, le rapport, il est où?» Il est dans le fait que j'ai toujours été sportif. J'ai commencé par un an de karaté de mes 4 ans à 5 ans. Après, j'ai fait, quasiment 18 ans de rugby et j'ai commencé la musculation à mes 17 ans et j'ai eu la chance de tomber dans une salle un peu, comme à l'époque, hein, la musculation n'était pas à la mode.
il y a maintenant 20 ans en arrière quasiment. C'était vraiment des choses un peu plus underground en quelque sorte. Et je suis tombé dans une salle très familiale où rapidement des bodybuilders qui faisaient de la compétition m'ont pris sur l'oreille et m'ont rapidement expliqué l'importance de bien manger, de bien dormir dans la quête de gains musculaires. Et en fait, en respectant leurs consignes dans une logique d'hypertrophie, j'ai vu des bénéfices secondaires, tout simplement dans la productivité. Et c'est comme ça que j'ai fait le lien à mon niveau entre mieux dormir, mieux manger, prendre soin de soi et être plus productif au travail. OK. Ouais, bah, c'est chouette et une petite question un peu, actualité par rapport à ta dernière, newsletter. Je suis aussi abonné à ta newsletter Merci. et tu parles justement d'alimentation par rapport à la productivité et aussi par rapport au sommeil et donc tu dis, je caricature un petit peu, le midi, il faut manger léger pour pas avoir le coup de barre de digestion d'après le repas et le soir, faut manger léger pour avoir un bon sommeil. Quand est-ce qu'on mange bien? On peut manger léger, mais bien. Pas bien, L'un oui, non. l'un l'un ne retire pas l'autre. Non, en fait, potentiellement que j'ai fait un peu trop de raccourcis par rapport à ces dernières. Le soir, c'est plus qu'il faut manger tôt effectivement pour laisser le temps à l'organisme de se reposer. Sauf que dans nos mondes modernes, très souvent, pour la majorité des citadins, manger tôt est compliqué de par le travail, les transports, les pratiques sportives. Donc c'est la raison pour laquelle effectivement j'enjoins ces gens-là à manger un peu léger. Et en plus, c'est un conseil qui de base s'adresse également, il est important de le comprendre pour nuancer un peu mes propos, à des personnes qui n'ont pas un mode de vie ultra actif. En effet, beaucoup de personnes pensent être actives en faisant du sport potentiellement une fois par semaine, 2 fois par semaine, en allant à la salle de sport, sauf que ce n'est pas de l'activité. Être sur un banc de musculation n'est pas de l'activité. N'en déplaise à ceux qui font ça, je le fais aussi tous les matins quasiment, mais je le complète, notamment par de la marche, beaucoup de marche, 10 à 15 minutes pas par jour. Ça, c'est de l'activité. En effet, pour moi, l'activité, c'est vraiment au sens premier être actif et non pas être passif en faisant du sport. Même si on fait des activités telles que du football 2 fois par semaine, mais qu'on ne marche pas, qu'on a un métier qui est sédentaire, qu'on prend constamment la voiture, qu'on se lève de son lit pour aller à table, de la table, au transport en commun, au travail et j'en passe, on n'est pas actif. Donc, dès lors, effectivement, manger trop peut entraver un sommeil de qualité. Après, pour les personnes potentiellement plus comme ton audience, ou comme toi, ou comme moi-même, le mode alimentaire que je recommande, effectivement, c'est un repas idéalement, oui et non, ça dépend comment vous ressentez cela, c'est de ne pas manger le matin spécialement. En effet, si on parle de productivité en tant que telle, l'énergie, et ça c'est simple à comprendre, qui va être allouée à la digestion ne sera pas allouée à la cognition. Et en plus, un léger état de stress qui est provoqué par un estomac qui est vide, nous place dans ce que j'appelle moi l'état de stress optimal. En fait, là, il faut faire écho directement à une courbe qui est la courbe de Yerkes-Dodson, qui est passionnante par rapport à ça, qui montre qu'il n'y a pas qu'une seule forme de stress, mais que le stress, en fait, est pluriforme, justement. Avec un état absent qui pousse à la procrastination, un état trop présent qui pousse au burn-out, un état optimal qui pousse cette fois-ci à passer à l'action. Et ne pas manger le matin peut induire ce passage à l'action, c'est intéressant pour être productif. Après, le midi, le même conseil s'applique dans le sens où si on mange trop, on observe quoi? Le fameux coup de barre que tout le monde a en bureau entre midi et 2, où les gens sont avachis, etc. Et littéralement, des personnes peuvent perdre jusqu'à 1h30 à 2 heures par jour. 2 heures par Mmh. jour, ça fait 10 heures par semaine, 40 heures par mois. Donc soit 96 heures à l'année, ce qui est monstrueux, littéralement monstrueux. Et après le soir, effectivement, si l'activité fut intense, si du sport s'est greffé à ça, si du mouvement également s'est greffé à ça, on peut manger un peu plus lourd. Si et seulement si, encore une fois, la condition de manger au moins 2 heures à 3 heures avant le sommeil est respectée. Parce que se gaver le soir avant de dormir, littéralement, qu'est-ce que ça fait? Ça induit un sommeil de mauvaise qualité, qui lui-même, tu connais les cours de Pierre, etc., par rapport à la biologie, va directement nuire à l'équilibre leptine-gréline, qui fera qu'on aura plus faim le matin. Et donc, on arrive sur un cercle vicieux où la faim va appeler la faim, par un manque de sommeil notamment. Mmh. Moi, là où j'ai le plus de mal justement avec le jeûne intermittent, c'est ouais, faire léger le midi parce que du coup, quand tu as fait le jeûne intermittent, moi le midi, j'ai vraiment faim quoi. Et c'est vrai et j'ai du mal à manger léger. Du coup, j'ai effectivement souvent ce petit coup de barre de 13-14 heures là où tu sens que tu es en train de digérer, que tu as la baisse d'attention. Et donc du coup, ouais, faut plutôt privilégier des repas lipidiques et protéinés que glucidiques, je pense, le midi, quoi.
Il y a différentes approches, c'est ce que j'aurais tendance à recommander personnellement et avant de voir l'autre approche, déjà développons un peu tes difficultés. On peut manger en quantité en mangeant léger. Ouais, faut En bien fait, distinguer ce les qu'il 2, faut ouais. comprendre ici, c'est la notion notamment induite, je crois, par Sheldon des combinaisons alimentaires. Si tu manges plein d'aliments qui, de par leur combinaison entre eux, viennent complexifier tout simplement le travail digestif, là, tu manges très lourd. Par contre, si tu manges du poisson blanc, de la viande blanche, des œufs, des petits poissons, le midi couplé avec des légumes, par exemple, des choses comme ça, c'est OK. Les légumes, tu peux les manger en quantité, ça peut avoir un effet qui est rassasiant. Par contre, effectivement, si tu manges uniquement de la viande rouge, un bon steak haché, de la marque Féroce, pour évidemment citer le travail de mon ami, David Nicolas. Si tu manges, des grosses pièces, entrecôte de porc et cetera, bien grasses, couplées avec, des légumes potentiellement davantage fibreux, que même ne serait-ce que les patates douces ou autres, là, tu viens davantage complexifier la digestion. Donc même si au niveau calorique, l'apport est le même, partons de ce présupposé-là, l'effet sur la digestion, lui, sera différent, tout simplement. Et ensuite, l'autre approche, donc ça, c'est mon approche, hein, cette notion de ne pas trop charger, la partie digestive, notamment avec une absence, de glucides parce que je mange très peu de glucides à mon niveau, sauf le soir potentiellement, parce que les glucides ne sont pas essentiels tout simplement, notamment, au niveau de l'organisme, contrairement aux lipides et aux protéines. L'autre approche, c'est celle que, défend beaucoup, Julien Pineau, que tu connais potentiellement. Ouais. Julien Pineau qui lui, évoque une approche de s'alimenter selon l'état de son système nerveux. Autrement dit, lui va privilégier davantage les glucides le midi et l'absence de glucides le soir. Parce qu'il part, lui, à son niveau du postulat que manger des glucides le midi place le corps dans un état dit sympathique, donc tourné vers l'action. Donc après, encore une fois, là, ce sont 2 approches, pardon, qui sont différentes. L'idée, c'est pas d'imposer, c'est de tester. J'ai testé les 2. Celle qui me convient le mieux, c'est la première et non pas la seconde. Malgré le fait que j'ai essayé la seconde durant 1 an. Tous les jours, tous les repas, pendant 1 an, je me tenais à cette dernière. Mais vraiment, entre ce que dit alors soit, entre guillemets «des experts», hein, je me qualifie pas comme ça, mais c'est pour englober les gens. Ce que disent des gourous, ce que disent des études, peu importe, et votre propre ressenti, c'est le ressenti qui prévaut. J'ai, eu récemment cet échange avec mon beau-père, pas plus tard que le week-end dernier, pardon, où il a entendu quelque part comme quoi jeûner le soir serait davantage bénéfique que de jeûner le midi. Effectivement, beaucoup d'études vont dans ce sens-là. Sauf que si le jeûne, le soir, devient une contrainte, est subi, est négatif, les effets sur le corps seront également subis, négatifs et non pas bénéfiques. Donc tout dépend aussi comment est-ce que nous, on va appréhender les choses. Comment est-ce qu'on va les approcher, comment est-ce qu'on va les ressentir. Donc vraiment, il faut faire attention à ça, entre ce qui est subi, ce qui est volontaire. Parce que tu as beau me proposer le meilleur des protocoles possibles, si chez moi, en fait, ça devient une contrainte et je le subis, le corps va arriver en opposition par rapport à ça, ce qui va créer un état de stress, qui va créer simplement des effets qui vont être délétères par la suite. Et ça m'amène à une question là, entre, quand tu veux tester un nouveau protocole que tu connais pas, forcément tu le subis inconsciemment, même si tu as la théorie et que tu es d'accord avec les bénéfices que tu vas en avoir. Et justement pour avoir les ressentis, il faut quand même entre guillemets se forcer sur, genre 21 jours, sur une période de temps pour vraiment tester le protocole et après affiner ses ressentis. Ou comment tu testes, toi, quand tu as un nouveau protocole, tu dis que tu as testé le régime pendant 1 an. Alors, est-ce qu'avec du recul, tu dis j'aurais pu arrêter avant ou ça valait quand même le coup d'avoir vraiment Mm. fait 1 an de ce protocole-là? Comment tu juges un peu un nouveau protocole avant de te dire je vais l'arrêter, mon corps me dit d'arrêter, j'écoute un peu les signaux, être sensible un peu à ces signaux du corps ou C'est une respecter le question protocole? qui est super intéressante. Déjà, je rebondis par rapport à une notion que tu as évoquée, les 21 jours. Alors, je sais pas si tu Ouais. l'as évoqué, toi, à dessein, par rapport à cette logique de il faut 21 jours pour créer une habitude, ou si c'est Oui, voilà, simplement c'est par un. ce qu'on entend souvent, ouais. Alors, je vais juste te faire une parenthèse que c'est un neuromythe. Ça, ce n'est pas une vérité. Hein. L'idée, c'est pas t'accabler, mais simplement, c'est une idée reçue qui est très répandue et qui vient d'un livre qui s'appelle Psycho-cybernétique. Pour information, qui fut écrit par contre, malheureusement, le nom de l'auteur m'échappe complètement. Et en fait, l'auteur en question était chirurgien facial et il a remarqué que ses patients mettent en moyenne 21 jours pour s'habituer à leur nouveau visage. Il a écrit ça dans son livre. Le livre s'est très très bien vendu et c'est devenu un mythe comme quoi il faut 21 jours pour créer une habitude. Alors qu'en moyenne, je crois qu'il faut 66 jours et ça va de 18 à 254 jours. Donc c'est pour ça, effectivement, tous ceux qui vendent des trucs en 21 jours, généralement, faites attention parce que c'est plus un élément qui est marketing, davantage qu'un élément qui est scientifique ou factuel. Ensuite, par rapport au fait de tester, j'aime tester qu'une approche qui est neutre. Typiquement, quand j'ai testé l'approche de Julien Pineau,
Julien Pineau, c'est une personne qui me parle aussi. C'est une personne que je veux simplement, en partie du moins, certains de ses aspects, de sa façon d'être, de parler, de vivre en fait, sont des éléments que je souhaite modéliser. Donc forcément, j'attribue de la confiance à cette personne, ce qui m'a poussé à tester ce protocole, malgré les a priori que j'aurais pu en avoir. Mais vu qu'il y a une confiance qui se met en place, ça vient, entre guillemets, balayer les a priori négatifs. Ça, c'est la première des réponses que je voulais t'apporter. La seconde, c'est, selon moi, il est capital de privilégier le dogmatisme quand on commence quelque chose. En effet, si on parle de sport, si on parle de pratique de respiration, si on parle d'alimentation, si on parle de productivité, il est important de tester les protocoles, les méthodes très fermées, très dogmatiques, très sectaires qui sont proposés dans les livres qu'on va lire, avant de s'en départir. Pourquoi? Parce que simplement en plongeant à fond dans le dogmatisme, donc la méthode entre guillemets le one size fit all, un modèle pour tout le monde, que l'on va comprendre les limites de ce modèle-là, que l'on va comprendre simplement les zones d'ombre, les points d'amélioration, pour que nous, après, de par notre expérience, nos compétences, nos acquis précédents, et même futurs d'ailleurs, parce que tout est lié, hein, on va pouvoir simplement venir corriger cette méthode et se l'approprier. Mais si d'entrée de jeu, on sort du cadre, il n'y a plus de cadre. On ne peut pas améliorer quelque chose qui ne présente pas de cadre initialement. Et après, le dernier point, du coup, c'est comment est-ce que tu peux te dire, OK, je me départis de la méthode pour passer à autre chose, ce que j'ai fait, pardon, avec l'approche de Julien Pineau. Eh bien, c'est en documentant. Et ça, je pense que dans la retraite que tu as fait avec Pierre, il a dû le marteler, je pense, l'importance de l'écriture. Je sais qu'il vous a fait Ouais. écrire pas mal. On en a parlé un peu au téléphone durant cette retraite-là. Et voilà, et beaucoup d'écriture, beaucoup d'introspection. À mon niveau, alors c'est un peu galvaudé comme terme, mais je tiens un journal intime. J'ai pas d'autre dénomination que celle-ci, que je complète depuis 1600 jours de suite. Donc, tous les jours, vraiment, j'ai mon entrée sur ce que je pense, mon état d'être, mon état d'âme, mes tests, mes constats. Et un peu à l'image de Facebook, sur l'application dont je me sers, parce que c'est une application, pour moi, c'est plus simple, même si évidemment, je ne renie pas les vertus de l'écriture manuelle, tu as une option qui s'appelle ce jour-là où tu revois tes entrées d'il y a 1 an jour pour jour, 2 ans jour pour jour, 3 ans jour pour jour. Et là, tu vois ton évolution aussi. Donc en fait, tant que tu n'as pas le retour sur information, tu ne pourras pas décider ou non d'une évolution. Mais pour autant, l'évolution se décide également uniquement par l'action. En effet, comme j'aime à le répéter, c'est au cœur d'une de mes approches que j'appelle l'année des 12 semaines. C'est l'action qui apporte l'information. On reprend l'exemple, parlons du jeûne. Tu auras beau lire tous les livres possibles et imaginables sur le jeûne, tant que tu ne jeûneras pas, tu ne sauras pas ce que ça fait. Donc tu ne pourras pas potentiellement t'approprier le jeûne, le modifier ou le garder. Tu as beaucoup d'experts en théorie qui sont zéro en pratique. Donc Mmh. c'est comment effectivement tu peux prendre n'importe quel livre, et c'est comme ça que j'ai conçu le mien d'ailleurs, hein, pour le tourner. Alors soit tu vas faire cet effort conscient de le tourner toi à l'action, en typiquement identifiant des circonstances, des phénomènes, des problèmes à résoudre, qui pourront être résolus par les outils présents dans le livre, ou soit tu as des livres comme le mien en fait qui sont pensés comme étant des manuels où les actions te sont proposées. Mais il faut les appliquer aussi. Parce que le meilleur des livres, sans passage à l'action, ne servira à rien. Donc simplement, c'est, si je résume un peu mes idées entre elles, donc, tu veux te former à un domaine, tu lis des livres par rapport à ça. De ces livres, tu as les actions que tu mets en place de façon dogmatique pour voir les limites de ces protocoles, de ces méthodes, de ces stratégies. En parallèle, tu documentes, justement pour voir ces dernières, et après, tu t'appropries la méthode pour t'en départir, pour la renforcer, pour l'améliorer, pour la faire pivoter. Et ça sur un laps de temps un peu plus long que 21 jours quoi, qui peut être, très Alors, variable selon la méthode, oui, quoi. qui peut être vraiment variable, mais j'ai créé une méthode par rapport à ça. En fait, l'erreur à faire par rapport à l'apprentissage, les erreurs, parce qu'il y en a 3 selon moi, ce sont les suivantes. La première, c'est de ne pas identifier précisément la compétence ou la connaissance que tu veux développer. Aujourd'hui, c'est pas l'accès à la connaissance qui pose problème. Simplement, c'est le fait de distinguer le bruit du signal. Nous, ce qu'on veut, c'est le signal, c'est pas le bruit. C'est l'information essentielle. Et l'information essentielle ne devient saillante que quand on sait précisément ce que l'on veut améliorer. Par exemple, tu me dis, moi, mon seul but, je m'appelle Aurélien, c'est d'améliorer ma prise de parole en public. Je dis, ok, super sympa, mais je peux pas t'aider. Parce que, encore une fois, ce n'est pas un monolithe, la prise de parole en public. C'est plurifactoriel. Qu'est-ce que tu veux gérer? Ta diction? Ta culture générale? Ta gestion des silences? Ta prosodie? Il y a beaucoup d'éléments. Donc, c'est quel point précisément, toi, Aurélien, tu veux chercher à développer?
Donc l'erreur numéro 1, c'est de partir bille en tête sur un élément, en fait, entre guillemets, où on n'a pas d'emprise, parce qu'on l'a pas assez précisé et identifié. Ensuite, étape numéro 2, du moins erreur numéro 2, pardon, c'est le fait simplement de ne pas mettre de date limite à l'apprentissage. Parce que l'apprentissage peut s'étendre de façon indéterminée. Là, on en revient un peu à la loi de Parkinson qui dit simplement que le temps est comme un gaz et qu'il peut se dilater jusqu'à occuper tout l'espace disponible. Tu mets 0 date limite pour un apprentissage, ça prendra toute une vie. Tu te dis par contre, je m'appelle Aurélien, je me laisse 21 jours, entre guillemets, pour apprendre, je sais pas, pour mieux gérer mes silences. Ok, de là, je mets en place, point numéro 3, un plan d'action. C'est pas j'y vais au hasard, c'est j'identifie, je fais une stratégie, j'essaye. D'accord? Et au bout de 21 jours, je m'inscris à justement une conférence que je vais animer, gratuitement, peu importe, pour passer à l'action, pour tester, avec cette notion de pratique délibérée. Durant cette intervention-là, moi, Aurélien, mon seul but, ça sera de gérer mes silences. Si je bafouille, c'est pas grave. Si ma voix, parfois, a une mauvaise tonalité, c'est pas grave. Si je me trompe d'élément, c'est pas grave. Le seul point de vigilance sur lequel je dois être attentif, c'est ma gestion des silences. Donc, on identifie, on procède à une contraction du temps disponible pour apprendre la compétence, point numéro 2. Et après le point numéro 3, effectivement, on cherche à appliquer efficacement et à isoler la compétence que l'on veut développer pour vraiment mettre l'accent dessus. Et pour voir si oui ou non, les progrès qu'on a faits sont présents. Et pour voir tout ce qu'il manque par rapport à ça, pour itérer par la suite. Ouais, c'est super puissant là, ce ce que tu nous partages. Je pense effectivement, on va souvent se lancer dans un truc pardon, dans un nouveau protocole avec de l'idée générale en tête, mais on se fixe rarement, un objectif, très clair, très précis, quoi. Ouais, je teste le jeûne intermittent, voilà, bon, est-ce que je vais digérer un peu mieux ou pas? Est-ce que j'ai un peu moins le coup de barre? Bon, oui, non, et puis du coup, on est pas précis et puis on arrête ou on prend les mauvais choix et on met pas le cadre correct. Et je vais encore plus loin, en fait. L'étape 0, c'est pourquoi. Mmh. Pourquoi est-ce que je teste le jeu intermittent? C'est pour faire comme Pierre, pour faire comme Jérémy? Non. Pourquoi moi, personnellement, je le teste? Qu'est-ce que je vise de par cette expérience-là? Qu'est-ce que je recherche? C'est pas simplement singer quelqu'un d'autre. Sinon, ça ne tiendra pas. C'est comme arrêter de fumer pour les autres. Non. Faut le faire pour soi. En effet, tant que la motivation n'est pas intrinsèque, le cerveau va dire non parce que si ça sert uniquement les autres, c'est de l'énergie qui est gaspillée pour le cerveau humain et non pas qui est investie. Si ça me sert moi personnellement, c'est OK. Si je fais du jeûne pour être plus productif au travail, avoir une meilleure clarté mentale, plus de motivation pour atteindre, allez, admettons un terme assez connu, assez galvaudé, la liberté financière, OK, là ça fait sens pour moi. Si je fais du jeûne parce que ma compagne fait du jeûne, alors que moi c'est une contrainte, ça ne tiendra jamais. Je vais être irritable, ça marchera pas chez moi, et je vais le subir encore une fois. On en revient à l'échange qu'on a eu précédemment, entre Ouais, subir et choisir. Et les effets qui sont diamétralement opposés entre l'un et l'autre. ouais, c'est clair. Et maintenant je voudrais t'emmener un peu sur, est-ce que tu as dans ton approche un peu de tes découvertes sur les neurosciences et sur, par rapport aux enfants, est-ce que tu as un peu étudié, aussi le développement du cerveau des enfants, adapter les apprentissages ou avec en fonction de leur âge, de leur évolution? Est-ce que tu as des choses à nous partager un peu sur les neurosciences et les enfants? Alors, c'est pas un sujet que j'ai encore creusé en détail parce que j'ai un projet par rapport à ça, mais c'est pas le moment pour moi de le mettre dedans. Encore une fois, cette notion de priorisation des choses, parce que si je commence à lire ça, plus si un projet actuel, en fait, je fais rien. Comme tout à chacun, tu lis dans tous les sens, mais tu n'avances pas. Par contre, le point, on va dire, d'attention que j'ai à mon niveau et qui je pense, pardon, manque et fait défaut au système scolaire notamment, et dans l'approche classique de ce qu'on appelle les devoirs, déjà le terme de devoir pour moi a une connotation assez horrible. C'est devoir. Non, c'est juste apprendre, c'est pas un devoir. Un devoir, c'est une notion, encore une fois, de subir et non pas de choisir. Donc ce point vraiment important pour moi, c'est cette notion de l'approche par le jeu. Et ça, on l'oublie malheureusement. Il y a un livre, alors je sais plus qui c'est qui l'a écrit malheureusement, où l'auteur a théorisé la logique d'Homo ludicus, l'homme ludique. Si on observe un peu les mammifères de façon générale, c'est très présent notamment chez les félins. Heu, L'approche par le jeu est choisie pour préparer les bébés chatons, les bébés lionceaux et cetera, à leur vie future. Qu'est-ce qu'on observe souvent sur des reportages animaliers? On voit deux jeunes lionceaux qui se chamaillent, qui se battent, qui chahutent. Qu'est-ce que c'est? Simplement, c'est une façon pour eux d'apprendre à se défendre,
à chasser, à tuer. Donc à devenir plus tard des adultes qui seront autonomes et qui pourront vivre naturellement par eux-mêmes, sans la béquille, sans le soutien d'un parent quelconque ou d'une tribu quelconque, même si la tribu reste essentielle par la suite. Mais je trouve qu'on a beaucoup trop rendu les devoirs sérieux. Et ça, c'est un vrai frein. C'est un vrai problème. Alors sans compter également les autres soucis qui sont très connus, qui sont souvent répétés, c'est pour ça que je l'ai pas mentionné en premier. Cette notion aussi de constamment venir mettre des avis négatifs, d'avoir un retour sur information qui est beaucoup trop différé par rapport à l'erreur de l'enfant. On fait un devoir, on a un retour généralement 3 semaines plus tard avec uniquement une mention bien, assez bien, très bien. Je crois que c'est ABC maintenant, je sais plus trop, peu importe. Écrit souvent en rouge, la couleur du danger, avec des gros mots surlignés, etc. dans tous les sens. Ça n'a aucun sens. Si on veut vraiment chercher à apprendre plus efficacement, il faut minimiser le temps qui sépare l'essai du résultat. C'est là où les jeux vidéo sont très forts par rapport à ça. Tu joues à Super Mario, le Super Mario numéro 1, tu tombes dans un trou, tu commences la partie immédiatement, et le trou, tu le sautes. Tu as compris ton erreur. Tu as compris que tu as mal calibré le fait d'appuyer sur le bouton A, c'était Super NES. Du coup, tu le fais mieux. Et ça, malheureusement, ça manque. Et c'est pour ça que l'aspect ludique est très important par rapport à ça. Et on parlait un peu en off précédemment d'un projet que j'ai mentionné rapidement précédemment. Ce projet, en fait, en lien avec les enfants. Ce projet, justement, c'est ça. C'est de comment est-ce qu'on peut repenser les devoirs et tout le poids qu'il y a derrière ce terme-là comme étant une partie de jeu entre les parents et les enfants. Pour à la fois aider les enfants à apprendre plus facilement par le prisme du jeu et aussi permettre de faire en sorte que le temps passé à faire ces devoirs-là passe du supplice tant pour les parents que pour les enfants à une partie de plaisir. Imagine que ton seul, entre guillemets, impératif le soir soit de jouer avec tes enfants pour qu'ils apprennent des choses et toi aussi que tu apprennes des choses, à la fois en termes de connaissances mais aussi en termes de pédagogie, d'amener des sujets, de les reformuler. Si t'as que ça à faire le soir, mais c'est génial, t'as hâte d'être le soir. Alors que toi comme Ouais. moi, je pense qu'enfant, on n'était pas impatient de finir l'école pour se taper encore des devoirs. On le fuyait plus qu'autre chose. On se rappelle tous des longues sessions de dictée, etc., des conflits avec ses parents, des devoirs oubliés, des mathématiques, en plus avec des choses que nos parents, du moins c'était le cas des miens à l'époque, hein, n'avaient pas vues depuis des années et des années. Donc va expliquer un concept mathématique que tu ne connais pas toi à un enfant qui est censé l'apprendre. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Alors que par le prisme du jeu, tu peux le faire. Quelles initiatives j'ai commencé à développer par... Oula, pardon, j'ai reformulé parce que je me suis un peu emballé. Quelles initiatives j'ai commencé à développer par rapport à ça parce que c'est un projet que j'ai, hein, qui va arriver, je pense, l'année prochaine. Eh bien, simplement, j'ai créé un jeu pour mon fils le plus grand. Je crois qu'il avait 6 ans quand on a commencé à l'essayer, donc il y a 1 an, peut-être même 5 ans et demi, peut-être. En fait, un jeu où j'avais créé des monstres, Canva, donc un logiciel pour créer des visuels, etc. Donc Nathan apprenait à lire à l'époque. Des monstres avec des niveaux qui allaient de 1 à 5. D'accord? Ces monstres, je les ai rendus visuels grâce à l'IA, des trucs super sympas. Et en fait, le nom du monstre se complexifiait au fur et à mesure que son niveau augmentait. Donc, qu'est-ce qu'on faisait? On mélangeait les monstres. J'en avais fait une quinzaine, je crois. Je les alignais de façon verticale, du plus faible au plus fort. J'ai pris un Lego qui représentait un chevalier. Il devait, allez, on va dire oxyre pour ne pas dire tuer, les monstres en question en prononçant leur nom. Et s'il arrivait au bout, il obtenait une carte Pokémon qui était face cachée. Mais il adorait jouer à ça. Il demandait constamment de jouer à ça. Après, qu'est-ce que j'ai fait d'autre avec l'IA? J'ai demandé aussi à l'IA de me créer une histoire sur... mince, forcément, le nom m'échappe, mais Thalès. Le théorème de Thalès. Sauf que c'est pas simplement un théorème. C'est comment Thalès, le chevalier Thalès, a pu vaincre tel dragon grâce au théorème de Thalès. Et du coup, ça rend encore concret. Tu rattaches à ça des émotions. En effet, on le sait très bien, les histoires sont le plus grand véhicule pour justement communiquer d'une génération à l'autre, mais aussi de génération en génération. On retient les histoires. On retient pas les chiffres, on retient les histoires. Donc pourquoi ne pas s'appuyer sur ces dernières pour créer des contes pour les enfants qui vont les préparer à comprendre des principes? Imagine que ton enfant, depuis ses 5 ans, tu lui lis des histoires par rapport à Thalès, par rapport à, je sais pas, à n'importe quel chercheur, scientifique, même Einstein ou autre, mais sans lui dire que c'est de l'apprentissage. Tu dis pas ça, tu dis rien, juste tu lis une histoire. Une histoire qui est romancée, évidemment, avec des dragons, avec des monstres, avec des ennemis, avec des péripéties, avec des trésors, peu importe, des pirates, on s'en fiche. Mais quand il va arriver au collège, peu importe, et que tel ou tel théorème va lui être imposé, il le maîtrise. Parce que inconsciemment, il connaît les codes du théorème. Mais par le prisme, non pas de l'apprentissage bête et absurde, mais par le prisme de l'histoire. Et ça peut Ouais. tout changer.
C'est Idriss Aberkane qui dit aussi beaucoup ça, c'est que voilà, Thalès, Pythagore, c'est des théorèmes, on te balance ça, mais si on s'intéressait un peu à l'histoire du personnage qui a Mmh. passé sa vie à essayer de démontrer, à prouver ce théorème, mettre un peu de storytelling un Mmh. peu dans les maths ou dans les théorèmes, les enfants le retiendraient beaucoup mieux, quoi. Mais ce que dit Et ils aussi verraient Idriss surtout Aberkane, l'utilité et le sens, quoi. bien sûr aussi ce qu'il dit en disant ça, c'est que c'est pour montrer que ce ne fut pas facile pour ces gens-là que de créer ce théorème en question. Mmh. En effet, on te le balance comme étant une évidence. Presque dans un discours de tout le monde doit le savoir. OK, on le sait, c'est facile. Oui, sauf que Thalès, peut-être il a passé 40 ans à le faire. Il a trimé pour le faire. Peut-être qu'il s'est fait critiquer au départ. Donc maintenant, effectivement, en mettant plus de poids par rapport à ça, tu en viens à sacraliser le théorème de Thalès. Ça ne devient plus une évidence. Ça devient un travail dont on a hérité, dont on peut se servir. Et aussi, comment est-ce qu'on s'en sert? Ça, c'est une très bonne question qui n'est jamais abordée à l'école. Effectivement, mesurer un triangle, c'est bien sympa. Sauf que, je suis désolé, mais moi, j'ai jamais mesuré un triangle de ma vie. Voilà, Au j'approche les quotidien. 35 ans, j'ai 33, j'ai jamais fait ça. Et sauf que le souci ici, c'est que les mathématiques sont un domaine qui est très abstrait, par essence, par nature, par domaine, tout simplement. Sauf que le cerveau humain, lui, a évolué dans un monde, durant des milliers d'années, des dizaines de milliers d'années même, qui était concret. Je souffle sur une feuille, la feuille bouge, c'est du concret. Je mesure un triangle sur un papier, c'est pas du concret. Déjà, par essence, le papier n'est pas en 3D, donc c'est pas le réel monde qui nous entoure. Et en plus, c'est pas un élément d'application direct qui peut me permettre, moi, cerveau humain, de survivre demain. Encore une fois, cette notion de sens, cette notion d'importance, cette notion d'intrinsèque aussi. Donc, si on peut effectivement faire des corrélations, et ça, le jeu peut t'aider par rapport à ça, entre le théorème de Thalès et un cas d'application, ça change tout. Si pour sauver telle personne dans un jeu vidéo, tu dois appliquer ce théorème-là, tu vas le retenir plus facilement. Ah, c'est sûr. Après, faut-il qu'on Ça donne m'amène à une l'argent question pour un ça? peu plus Ça m'amène à une question un peu plus large avec, les connaissances, que tu as. Moi, je suis assez critique aussi du système éducatif, actuel, pour mon vécu et pour, voilà, avoir vécu, c'est pour ça qu'on a fait le choix de l'école à la maison. Est-ce que, vous les avez mis dans une école, classique? Est-ce que tu avais déjà envisagé potentiellement de faire l'école à la maison pour justement développer, toi-même un peu l'éducation de tes enfants, justement par le jeu, qu'ils soient pas exposés, aux notes et à tous les dérives, qu'il peut y avoir dans le système éducatif, Intéressant. actuel? Alors, plusieurs réponses à ta question. La première, c'est que j'étais pas autant, on va dire, le terme est un peu, encore une fois aussi, ridiculisé aujourd'hui, mais éveillé par rapport à tout ça quand j'ai eu mon premier fils. Donc là, ce qui fait qu'à l'époque, ça m'a même pas traversé spécialement l'esprit. Ouais, c'est pas très connu encore. Voilà, c'est pas très connu, il faut t'entourer des bonnes personnes, il faut aussi, mine de rien, le pouvoir et aussi, mine de rien, l'expérience que j'ai eue avec mon fils, mon premier fils Nathan, c'est qu'il n'a pas dormi durant 2 ans. Entre 3 et 5 réveils par nuit durant 2 années. Donc quand tu subis ça, tu as plus envie de profiter de l'opportunité de le mettre ailleurs que de le garder avec toi. Encore une fois, c'est une vérité, hein, durant 2 ans, quand tu dors pas, tu as du ressenti envers ton enfant. C'est une vérité, ça fait mal à dire, c'est compliqué, je m'en suis voulu d'avoir pensé ça, mais c'est une vérité encore une fois. Et ensuite, de surcroît, on a déménagé avec ma compagne, et vraiment à la campagne, campagne. En fait, l'école, dans laquelle sont mes enfants aujourd'hui, est une école vraiment de proximité. Avec beaucoup de nature, beaucoup d'extérieur et tout. Et ça change tout aussi. Parce qu'il y a école et école. Il y a cadre et cadre. Entre une école qui est uniquement composée de bitume, avec uniquement pour arbre des peintures au mur, et une vraie école au milieu des champs, avec des bruits d'oiseaux, des enfants qui jouent et qui chantent, où on peut y aller à pied, c'est différent aussi. Donc il est important aussi de prendre ça en considération comment dire, dans le choix final. En tout cas, effectivement, par contre, des gens qui, comme toi, font ce choix-là, je ne peux être qu'admiratif par rapport à ça. Très clairement. On avait aussi eu, l'idée avec ma compagne de mettre nos enfants dans une école, de la forêt, je crois. Il me semble que c'est ce nom-là. Ouais. Mais pareil, ça nous fait complètement changer d'environnement. C'était à 1 heure de chez nous minimum. Et en fait, la chance que l'on a avec Aurélie, ma compagne, c'est le fait qu'on habite littéralement à 5 minutes en voiture de chez ses parents. Donc c'est aussi un grand soutien. On le dit très souvent, il faut une famille pour élever un enfant. Il faut une famille pour élever un enfant. Autrement dit, il faut du soutien pour aider un enfant, pour élever un enfant, pardon. Il faut des relais. Il faut des choses comme ça. Et aujourd'hui, on en est privé de plus en plus, de par notamment le fait d'habiter en ville. Donc cette chance-là aussi nous a conduit à refuser le fait de bouger pour une école dans les arbres.
Voilà un peu le contexte global. Ouais, ouais, bah, c'est toujours, des arbitrages et des choix à faire et c'est vrai que c'est aussi un peu le but de ce podcast, c'est de montrer aussi que, ben, l'IEF, c'est pas connu encore. Il y a on a en plus des gros bâtons dans les roues pour continuer à le faire. Mais voilà, que c'est quelque chose qui existe et que c'est bien de le savoir déjà que ça existe et que ça peut être une alternative à l'école. Mais effectivement, l'école, du village, ou l'école, en ville, il peut y avoir des énormes différences. Je pense que la place de l'environnement, ouais, joue beaucoup. Et c'est vraiment important pour les enfants d'avoir accès, je pense, à de l'extérieur, à de la nature et de pas être, forcé d'être 8 heures par jour assis sur une chaise, quoi. Complètement. Déjà, ce principe-là, c'est ouais, c'est déjà à revoir, je pense, à l'école. Et il y a de plus en plus d'écoles qui essayent de faire des journées en nature, en forêt. Mmh. Ça commence un peu à rentrer dans l'école. Bah, là, actuellement, au moment même où on se parle, ma compagne accompagne justement mon fils, le plus grand, à une sortie sur la thématique de l'eau. Toi, c'est des choses qui se passent en dehors de l'école, c'est intéressant aussi. Chose que tu as un peu moins parfois en ville aussi, mine de rien. Mais ce qui peut se comprendre en termes de logistique et cetera, il y a quand même beaucoup d'éléments qui nous échappent et qui expliquent le fait que malheureusement, parfois, les enfants sont cloisonnés. Je dis pas que ça l'autorise, que ça l'accrédite, mais ça peut, entre guillemets, «s'entendre» aussi. Parce qu'encore une fois, où est placé l'argent? Comme toi, tous les 2, on a payé nos impôts récemment, on les a déclarés, que tu vois les sommes qui sont prises. OK, mais où est mis l'argent, en fait? Littéralement. Où est mis l'argent? Bah, pas dans l'éducation. Et malheureusement, en fait, l'éducation, c'est ce qui fera la France de demain, le monde de demain. Donc en fait, on dépense l'argent sur des choses qui ne sont pas essentielles selon moi, au lieu de l'investir sur ce qu'il est. Et l'éducation, clairement. Mais ça m'amène un peu à la 3e partie où je voulais un peu t'interroger effectivement sur ton regard un peu sur la société. On parlait de voilà, où va l'argent des impôts, les modèles un peu à réinventer, les dogmes que nous impose un peu la société, notamment en tant que père, en tant qu'homme même maintenant, tous les codes sont un peu remis, toutes les certitudes qu'on pouvait avoir, tout est remis, en question. Est-ce que, voilà, la place de toi, ta place d'homme, de père, dans ce monde en changement, si tu as des valeurs, des socles, des piliers sur lesquels tu es intransigeable ou tu veux montrer à tes enfants que voilà, tu as des choses à dire sur ce sujet-là? Alors oui, Et c'est large et vague, mais je te non, non, laisse mais non, l'angle mais très d'attaque que clairement, tu j'ai veux. une vision qui est, alors pas qui est arrêtée, mais qui est assez établie par rapport à ça. Moi, en fait, je veux être, et incarner le super-héros, même plutôt le héros, je devrais dire, et je dirais pourquoi après cette nuance-là, que mes fils voudront être plus tard. Très clairement. Quand je vois, et désolé s'ils m'entendent, quoique non, pas désolé, ça leur est dû, hein, c'est de leur faute. Mais les pères qui sont, justement, qui sont parents des enfants de l'école de mes enfants, quand on voit leur état physique, quand on voit la façon dont ils se tiennent, ce qu'ils incarnent, ou plutôt du moins ce qu'ils incarnent pas, la façon dont ils nourrissent leurs enfants et tout, c'est des choses que je ne veux pas reproduire, mais que je veux fuir, littéralement. Je suis alors là, c'est pas de me jeter des lauriers, mais je suis le papa costaud de l'école et ça, mes fils arrêtent pas de me le dire, quoi. Comme quoi tous leurs camarades, effectivement, sont, façon de parler, ébahis quand j'arrive. Parce que quand on voit déjà le niveau des autres pères, pour moi, c'est terrible. Quelle image tu renvoies à ton enfant? Quand à 30 ans, 40 ans, tu pas fichu de le porter sur 50 mètres, 100 Mmh mètres. mh. Quand tu pas fichu, quand tu habites à 5 minutes de l'école, d'y aller à pied dès que tu le peux. Quand tu ne peux pas jouer avec tes enfants aussi. Là, ça fait écho, typiquement à ce que j'ai vécu, bah, c on le fait très souvent, mais c'était le cas la semaine dernière, précisément samedi, avec le parrain de mon fils qui est très sportif aussi. On était dans un grand parc avec trampoline et plusieurs, attractions. Nous sommes les seuls à jouer avec des enfants. Je suis le seul à jouer avec mon fils, à le porter, à faire des anneaux, sauter avec lui. Tous les autres parents sont avachis devant leur téléphone, à boire des sodas ou à manger des chips. Mais quel message est-ce qu'on renvoie à nos enfants quand le seul centre d'intérêt que nous avons est un téléphone? Quand la seule alimentation que nous avons est industrielle? Et j'ai fait une précision, précédemment entre le terme de héros et de super-héros. C'est une réflexion qui m'est venue un jour, je sais pas trop pourquoi. Comme quoi, en fait, à mon époque et à la tienne, il y avait beaucoup plus, je pense qu'on a quasiment le même âge, hein, j'ai 33 ans aujourd'hui. Comme J'ai quoi, en un fait, peu plus, tu mais un peu plus. Voilà, on ne le dira pas, ça ne se fait pas de demander l'âge, des personnes, paraît-il. non.
Non, mais plus sérieusement, moi, il y avait beaucoup de héros. J'ai été élevé notamment, avec le catch, avec des Randy Orton. Ça parlera à des gens, je pense, qui nous écoutent. Des Triple H, des Undertaker, des John Cena, qui étaient des êtres humains simplement avec des physiques hors normes. Avec, des Stallone, avec des Arnold Schwarzenegger, avec ces gens-là, en fait, qui m'ont beaucoup, tiré vers le haut avec un haut niveau d'exigence que je place encore en moi aujourd'hui. D'ailleurs, je fais mon sport devant mes enfants savent que je cours, je fais du sport, j'ai fait une Spartan Race, entre autres pour montrer à mes fils comme quoi leur père, en fait, il fait du 21 kilomètres sans problème. Parce que je veux incarner ce message-là, je veux être vraiment ce modèle pour eux. Et je dis ça parce que nous avons eu la chance d'être élevés par ces éléments-là, donc par des héros. Même quand on regarde du Batman, c'est un héros. Ça reste un humain. Aujourd'hui, les enfants sont biberonnés, et les adultes aussi, aux super-héros. Donc à des gens qui ont hérité leur pouvoir, soit parce qu'ils viennent d'ailleurs, soit par une piqûre d'araignée, peu importe. En fait, nous, on avait conscience, de par les modèles que nous avions, que le travail était nécessaire pour atteindre ce physique-là, cette aura-là, ce charisme-là, cette vie-là. Alors que, quand on prend le modèle du super-héros, c'est une théorie que j'ai encore une fois, hein, elle est bancale ou pas, peu importe, mais c'est un élément que j'établis de plus en plus. Quand on se réfère par contre à un super-héros, vu que les pouvoirs sont induits, en fait, on n'a pas de levier d'action. Jamais je serai Iron Man. Jamais je ne serai Thor. Jamais je ne serai Hulk. Parce que c'est des choses qui sont irréalistes. Je ne peux pas me dépasser pour les atteindre. C'est pas un modèle atteignable. Mais c'est pas motivable. Et je trouve en fait que l'absence de la figure du père, qui en plus est critiquée aujourd'hui. Maintenant, être père, ça veut plus rien dire. Par exemple, hein, c'était la fête des mères il y a 2 semaines en arrière, je crois. À l'école de mon fils, ils ont fait la fête des personnes qu'on aime. Parce que dire père ou mère, c'est pas possible. Non, mais il faut arrêter, quoi. Ouais, Il faut grave, arrêter ça de me nier fait ce qu'on mal appelle aussi. la biologie, en fait, de nier des millions d'années d'évolution. Il faut arrêter avec ça. Et le pire, c'est que tous ces gens-là qui nient le réel, qui ont des modes de vie souvent délétères pour eux, qui n'incarnent rien, qui ont des physiques un peu irrespectueux, pour rester poli, hein, je me contiens pour rester poli jusqu'à présent. Quand ils jouent aux jeux vidéo, etc., qu'est-ce qu'ils vont prendre? Ils vont prendre des personnes, des gros guerriers. Ils prendront jamais quelqu'un qui est obèse, qui est en surpoids, non. Donc il y a un vrai problème, il y a un vrai écart entre ce que eux, entre guillemets, idéalisent, voudraient être, et le mode de vie qu'ils ont aujourd'hui, qui les a conduits à ce stade-là, en fait. Donc ça pour dire que moi, en fait, j'ai un niveau d'exigence en moi-même qui est encore plus élevé depuis que je suis père. Parce que je vais être pas ce père, en fait, qu'on va aduler, c'est pas le but. Mais je veux incarner des qualités, une rigueur qui, je pense, servira à mes enfants plus tard. Peu importe ce qu'ils veulent faire. L'idée, c'est pas d'imposer, mais c'est de motiver. Et ça n'a rien à voir. C'est un peu l'image classique du leader qui, lui, est devant les troupes. C'est un peu le général d'armée qui charge en premier et pas qui est derrière au téléphone en train de guider les opérations à distance. Moi, j'ai ma salle de sport chez moi, mes enfants me voient faire du sport. Ils adorent faire du sport. Je fais des sports de combat, des fois je avec des cocards. Oui, bah c'est comme ça en fait, c'est comme ça que t'apprends, c'est comme ça que moi aussi j'évolue. Je suis faillible, mais je me dépasse, mais j'y retourne. Et ça vraiment, c'est une valeur cardinale pour moi, cette notion de dépassement et d'incarner les choses. Et vraiment, le terme incarner, je pense, c'est le terme le plus approprié par rapport à ce que je viens de dire. Et j'incarne le message que je veux véhiculer et ce que je dis. C'est pas faites ce que je dis, pas ce que je fais. C'est regardez ce que je fais et faites-en ce que vous voulez. Ouais. Incarner, bah, c'est un message, je pense, partagé aussi beaucoup par Pierre, hein, qui incarne son message et c'est vrai que c'est, bah, dans l'éducation, dans l'apprentissage avec les enfants, on dit très bien que les enfants, ils apprennent pas de ce que tu leur dis, mais ils apprennent de ce qu'ils imitent et ce qu'ils voient que tu fais. Être un modèle et être le héros et pas le super-héros, montrer effectivement que c'est accessible, ouais. Mm. Ça me parle beaucoup. Je pense que ça parlera à beaucoup aussi. Encore une fois, on montre le chemin aussi, ça revient à Thalès dont on a parlé précédemment, en narrant son histoire, on montre le chemin par lequel il est passé. C'est pas simplement je montre la destination et l'arrivée finale. C'est pas je suis Thor. C'est quel travail a fait Batman pour devenir Batman. Et est-ce que tu as un peu théorisé pourquoi maintenant, bah, il y a plus trop de films de héros et que c'est que des super-héros, notamment pour les enfants, pour tous les blockbusters? Pourquoi la société, elle, pour le pognon, j'ai envie de dire, qui vient de souci, mais pourquoi elle nous pousse à consommer de la malbouffe plutôt que que de mettre en avant des entreprises comme Féroce et ouais, le bio a un peu un effet de mode, mais voilà, on voit que ça suffit pas et que ça a été repris encore par des grands groupes et que ça tourne toujours autour du pognon, quoi.
Alors, je pense que l'argent est une réponse, assez, destinée à cette question-là. Plus que l'argent, faut comprendre pourquoi si on est attiré par ça, naturellement, en fait. C'est plus ça, en fait. On est attiré je pense, encore une fois, en fait, c'est tellement systémique comme élément qu'une seule ou que plusieurs réponses ne peuvent pas y répondre. On va donner Ouais, quelques oui, brides c'est clair. d'informations par-ci par-là, mais on n'a pas la métavision, c'est impossible de l'avoir. Parce que ça date de décennies de décennies. Mais déjà, si on comprend la partie évolutive du cerveau humain, le cerveau humain est attiré par ce qui apporte des calories rapidement et efficacement pour survivre dans un environnement où les calories sont rarement accessibles, pardon. Donc aujourd'hui, en fait, ces sociétés-là jouent sur ces codes-là, ce qu'on appelle notamment le point de félicité, qui est le point simplement où tu as l'accord parfait entre sucre, gras et sel, qui rendent simplement le cerveau accro. Pourquoi? Parce que sucre et gras, c'est de la calorie, sel, ce sont des minéraux. Tout simplement. Le cerveau, en fait, en a besoin, l'organisme en a besoin pour fonctionner. Et c'est pour ça que tu as du sucre, du gras et du sel partout. Tu prends les carottes râpées, tu as du sucre, du gras et du sel. Tu prends n'importe quoi, tu as du sucre, du gras et du sel. Même quand, encore une fois, l'apport de sucre, de gras ou de sel n'est pas justifié. Il le devient parce que ça crée une addiction au niveau du cerveau humain, de par une appétence plus importante. Donc le point de félicité ou le bliss point en anglais. Et donc on est attiré par ça naturellement, les industriels l'ayant remarqué, l'ayant vu, ont joué sur ces codes-là pour augmenter la consommation de leurs produits. C'est aussi, je pense, manichéen que ça. Pourquoi est-ce que les notifications existent-elles? Parce qu'on a remarqué que notifications active notamment le système dopaminergique, aussi le mécanisme du FOMO, donc Fear of Missing Out, qui te pousse à aller davantage sur ton téléphone, donc à consommer plus de publicité, donc à rapporter plus d'argent. Donc en fait, ces sociétés-là, le terme englobant du coup société, jouent sur des mécanismes quasiment ataviques, donc ancestraux, presque primitifs, pour gagner de l'argent. Et en soi, c'est intelligent. Ils ont raison de le faire. Pourquoi s'en priveraient-ils? Vu que leur but, c'est l'argent. Ouais, Maintenant, c'est comment, quand on sait cela, on peut s'en départir. Ou comment, quand on qu'on veut changer cela, on peut utiliser ces bons codes-là à dessein et non pas pour desservir. Parce que souvent, on voit leur utilisation dans un aspect négatif, mais on peut aussi détourner en positif. oui. L'approche par le jeu est un détournement. Comment je t'ai introduit le jeu précédemment? Par le fait que c'est un mécanisme qui est ancestral, qu'on retrouve également chez les animaux. Donc ça répond à un vrai besoin. Le fameux, pardon, Homo ludicus, dont j'ai parlé précédemment. Ouais. Donc là, c'est le côté presque positif de la force. Le côté négatif, c'est effectivement, ce sont les sodas, les chips, la malbouffe. Et en même temps aussi, quand on comprend le cerveau humain, et je pense que tu es aussi dans ma situation, il est tellement plus simple de faire ça. Parce qu'il faut aussi, je pense, on doit rejeter la faute aux pères et aux mères qui font cela, clairement, de par un manque de formation, un manque de compréhension, mais aussi il faut rejeter la faute davantage sur la société. C'est pas un discours marxiste, anticapitaliste que de dire ça, pardon, mais simplement on est dans un monde qui est tellement oppressant, tellement stressant, que le cerveau recherche des zones de sécurité, recherche cette calorie rapide et n'a pas le temps de cuisiner. Alors qu'un simple Uber Eats, en un clic, c'est commandé. Donc pourquoi irais-je faire l'effort, moi, cerveau humain, de me former, de comprendre, de cuisiner des plats qui potentiellement vont être repoussants pour mes enfants, mine de rien, alors qu'en un clic, je peux me départir de cris, de conflits, de problèmes et gagner entre guillemets du temps. C'est un temps que l'on perd naturellement par la fin, hein. On le perd forcément, ça c'est OK. Mais à un instant T, je perds pas ce temps-là. Et vu que le cerveau n'est pas câblé pour se projeter vers l'avenir, en fait, les conséquences, j'y pense pas. Parce que mon plaisir immédiat outrepasse ces dernières. Donc il y a Ouais. aussi ça aussi derrière. Quand tu vis à la campagne, que tout se passe bien et tout, et cetera, et aussi où la friction pour commander en ligne est plus compliquée. Moi, un Uber Eats, il vient pas chez moi, hein. Forcément, il faut que je puisse cuisiner. Ou potentiellement, si je veux manger une pizza, faut que je prenne la voiture, j'aille la chercher, attendre un quart d'heure là-bas, rentrer chez moi. La friction est plus importante. Autant cuisiner chez moi, c'est plus rapide. Donc il y a tout ça aussi à prendre en considération, d'où le fait, comme mentionné précédemment, qu'une simple réponse ne peut pas tout expliquer. Mais c'est la somme d'éléments qui nous ont menés à ça aujourd'hui. Mais tout ça passe encore une Ouais, fois par déjà l'éducation. en avoir conscience Bien quoi sûr. et voir que Et ça voilà, qu'ils ont les industriels, ils ont bien compris comment marchait notre cerveau et comment marchaient nos habitudes bien sûr. et et Mais ouais, en avoir conscience et essayer de s'en prémunir et comme tu dis de faire des
de transformer ça en bonne chose, et l'utiliser à bon escient, quoi. Et on en revient à l'éducation encore une fois. Mmh. Moi, Nathan, mon plus grand fils, actuellement, donc il apprend beaucoup de choses par rapport à l'eau à l'école, comme mentionné précédemment. Sa maîtresse lui a dit que l'eau du robinet était potable. Il est venu, il fait: «Maman, elle est pas potable l'eau du robinet, on le sait bien chez nous». «Ah, parce que nous on filtre l'eau». On a connaissance de tout ça, donc lui aussi en a connaissance. Dès que des amis viennent à la maison, en fait, il demande: «Mais est-ce qu'ils mangent comme nous? Est-ce qu'ils mangent aussi bio?» Alors après aussi, le problème dans lequel on peut tomber, c'est créer de la peur chez notre fils. C'est aussi un des corollaires, quoi, un des problèmes. C'est: j'ai peur de manger autre chose qui n'est pas bio ou créer potentiellement un risque d'ostracisation, en fait. Je mange pas comme les autres, du coup, je suis rejeté du groupe. Ouais. Donc il faut aussi savoir jongler entre les 2. Donc jongler entre les 2, parfois, c'est autoriser, des choses qui me fendent le cœur, mais des bonbons, des gâteaux. Ouais, parce que parfois, c'est comme ça. Mais autant autoriser exceptionnellement ces écarts-là, on va dire, même si c'est pas réellement un écart, hein, son corps peut le gérer, quand cela est nécessaire pour lui, on va dire, et non pas nécessaire tout court, et maîtriser l'alimentation à la maison. Et aussi cuisiner tes enfants, si mine de rien, ça on n'en parle pas assez. Nous, on a encore une fois la chance d'avoir nos beaux-parents, bah, mes beaux-parents pas très loin. Tous les dimanches ou samedis après-midi, on fait du batch cooking ensemble. Avec les enfants, du coup leurs grands-parents, Aurélie et moi-même, pendant 2 heures. On te retrouve un contact à l'aliment, un contact à la nature, un contact au fait de cuisiner ensemble, un contact aussi au plaisir de cuisiner. Des choses qui Oui, et s'oublient puis aujourd'hui. là, je vais abonder à fond dans ton sens, parce que moi, je cuisine énormément aussi avec les enfants, et ça leur apprend tellement de choses. Ça leur apprend effectivement, d'où viennent les aliments, à connaître les aliments, à avoir le goût des aliments, l'envie de le manger une fois qu'ils l'ont cuisiné. Heu, Moi, je vois mes enfants, ils mangent de tout, et quand c'est compliqué bon, les enfants qui mangent rien, qui se contentent de paquets de pâtes et qui veulent plus rien manger d'autre que des pâtes, du riz et des trucs, voilà, dégoûtants, qui connaissent même plus ce que c'est qu'une courgette, d'un concombre, ils font pas la différence. Ouais, ça devient désolant, quoi. Désolant et effrayant parce que ces enfants-là sont coupés du réel. Après, ouais, comme tu disais, il y a aussi la limite effectivement de surprotection, et de savoir, à un moment, lâcher du lest, voilà, quand il y a les anniversaires des copains. Et ça me fait écho à une interview que j'ai eue hier avec, un papa qui fait l'IEF depuis toujours, et là, ses enfants arrivent, au lycée, et donc ils ont été changés de monde. Ils ont repris le monde, de normal, la scolarité normale, pour continuer les études. Et ce qu'il disait, c'était l'étape la plus dure, bah, ça a été, bah, notamment la connexion au smartphone, aux réseaux sociaux. Eux, ils étaient un peu préservés de ça, et bah, pour t'intégrer dans le groupe, quand tu arrives et que tu as pas de smartphone en 3e, déjà en seconde, il m'a dit que c'était ça l'élément le plus compliqué, et qu'ils ont dû aussi, faire un moment là-dessus, parce que sinon c'était carrément plus gérable, quoi. Et alors que pour, le reste, pour l'école, entre guillemets, les matières, ça avait aucun problème, quoi. La grosse difficulté, ça a été, ouais, l'intégration, des codes, de l'école, quoi. Les codes off de l'école. Bien sûr, aussi un retour à ce qu'est l'enfance, en fait. J'ai l'impression d'avoir un discours un peu de personnes presque âgées en disant ça, mais je n'ai que 33 ans, mais moi, mon enfance, c'était monter aux arbres. Mmh. C'était se battre, c'était aller sur le terrain de rugby avec les potes et faire des gros plaquages et cetera. C'était s'arracher les genoux, c'était monter encore une fois aux arbres, se faire mal, tomber, chuter, rigoler, partir une journée complète et aujourd'hui, c'est compliqué. Déjà parce qu'on arrivait dans un monde de surprotection des enfants, qui est la pire des choses pour au final réellement les protéger, parce qu'on les prépare pas au monde qui les entoure, et un monde où la moindre action de violence est critiquée du doigt. Moi, effectivement, mon plus jeune fils, qui a 3 ans et demi, s'amusait dans la cour à dire: «Je t'ai tué, je t'ai tué». Oui, effectivement, c'était pas très sympa, mais ça reste un enfant, qu'en fait. Il a besoin d'expérimenter aussi ce qu'est la mort, ce qu'est ce mot-là. Et commencer directement à critiquer, de par le professeur, l'enfant et son comportement devant l'enfant en question, déjà, ce qui pour moi est une hérésie, hein. On nous prend un part devant l'enfant, juste fouille la paix, en fait, l'enfant. Parce que du coup, tu viens le cataloguer, tu viens l'étiqueter, et c'est une des pires choses à faire chez un enfant, c'est l'étiquetage. C'est terrible. Juste de laisser vivre nos enfants, quoi. Laissez-les se faire mal, laissez-les tomber, laissez-les s'écorcher, laissez-les saigner. C'est important. Ouais. Ouais, ouais.
c'est super important, tout ça et ouais, après il y a le curseur entre trop les préserver et les adapter au monde, mais ouais, je pense que, voilà, chacun mettra le curseur où il veut. Mais ça fait déjà 1 heure qu'on parle, alors je sais pas si tu avais encore, beaucoup de temps, mais sinon on va conclure, tout doucement. Hem, Bah, si tu peux nous parler un peu de tes actualités. Je sais que t'avais un podcast que tu as mis un petit peu en pause. J'ai vu que vous faites aussi un podcast maintenant avec Pierre, le Nakamacast. Ça, c'est aussi chouette. Ça fait un peu écho aussi à la tribu. Tu disais qu'il faut toute une tribu. Et je pense que vous avez réussi à créer une belle tribu là entre vous tous là. Donc ouais, si tu veux nous parler un peu de ça et tes actualités. Il y a ton livre, il y a ton site internet où on peut te retrouver. Alors, mes actualités sont pas les bien passionnantes actuellement, hein, parce que je fais beaucoup de choses techniques, mais voilà, qui me serviront plus tard. Mais, on peut effectivement insister sur, ce podcast avec Pierre parce qu'en plus, le fait du calendrier, fait que nous tournons avec Pierre d'ici 3 jours, de nouveaux épisodes. Effectivement, c'est un podcast qu'on a intitulé le Nakamacast, où on reçoit justement des personnes qui incarnent leur message. Donc, des fois, on fera des épisodes que lui et moi, des fois avec des invités. Typiquement, là, vendredi, on va recevoir un expert en calisthénie, donc la musculation au poids du corps, et une judokate qui a fait les Jeux olympiques. En fait, on veut donner ce message-là, on veut le communiquer au plus de monde possible, en fait. Cette notion de j'incarne, je me donne les moyens, je crée des choses. Et faire découvrir des gens qui incarnent des choses et qui malheureusement ne sont pas assez mis sur le devant de la scène. Donc ça passera par plein de domaines, hein, par l'activité physique, par l'activité plus philosophique, par beaucoup de choses comme ça. Uniquement des gens, encore une fois, qui ont le physique de leurs idées. C'est terrible à dire, mais voilà, moi j'en suis assez convaincu, on a le physique de ses idées. Et ça, on le sait très bien en termes de chimie, etc., comme quoi les productions de testostérone, de dopamine ou autres, évoluent en fonction de ton taux de masse graisseuse, de ton mode de vie, de ton alimentation, de ton sommeil. Donc forcément, si le physique ne suit pas, chimiquement parlant, ça va induire un état d'esprit qui lui-même ne suivra pas. C'est pas fataliste, c'est une réalité, on peut y remédier. Mais pour moi, il est important de recréer ces modèles-là, ces gens-là, et de m'entourer de ces gens-là aussi, pour apprendre d'eux un maximum, avec beaucoup d'humilité, bien évidemment. Après, en termes d'actualité, sinon, moi, c'est voilà, pas mal de choses, pas mal d'accompagnement ou autre. J'accompagne notamment des entrepreneurs à faire plus en 12 semaines qu'en 12 mois grâce aux neurosciences. C'est ce que j'appelle l'année des 12 semaines. C'est mon programme, on va dire, d'accompagnement principal. Et principalement, c'est ça, avec ce gros projet, par contre, en lien avec les enfants, l'éducation des enfants, le fait de transformer les devoirs en jeu, qui lui arrivera, je pense, en 2026, pas avant. Entre-temps, il y aura, je pense, un livre avec Pierre sur la parentalité, notamment la paternité, qu'on va coécrire tous les deux. Cette notion de la mère est très bien accompagnée, le père est très souvent délaissé. Ah bah ça. Voilà, donc ça, c'est aussi un très grand sujet, je pense, qui peut faire l'objet de plusieurs podcasts chez toi avec différents invités, parce que tous les papas sont passés par là, quasiment, voire tous. Et aussi, peut-être, juste idée récemment, pas plus tard qu'hier, et j'ai proposé à Pierre de créer une académie des super papas. Donc on verra où ça nous mène, mais l'idée lui a fait plaisir. Je pense qu'on en parlera tranquillement sur Paris quand on se verra vendredi. Mais encore une fois, que cette notion d'incarner. J'ai trouvé une phrase que je notais un peu dans mes notes sur mon téléphone par rapport à ça. Tiens, d'ailleurs, je vais prendre ton avis. Est-ce qu'elle te parle ou non? Une phrase en sous-titre, justement, de ce projet-là. Hop, ça, tu la connais en avant-première, avant même que Pierre le sache. Devenez le héros que votre fils rêve de devenir. Devenez le héros que votre fils rêve C'est de une idée comme devenir. ça, hein. Je dis pas qu'elle est bonne ou autre, mais c'est un peu l'idée, quoi. C'est comment est-ce qu'on peut être ce père qui, de par son mode de vie, de par ce qu'il incarne, va motiver ses enfants à se dépasser aussi. Non pas pour, encore une fois, faire comme lui, mais pour arriver au but que eux veulent viser. On ne force pas simplement le modèle du père, mais ce que le père incarne. Ah bah, c'est un super projet et je pense que, bah, naturellement et peut-être trop naturellement, n'importe quel père est le héros de son enfant, par la génétique et par la biologie, mais effectivement l'être, l'incarner et l'être, réellement, c'est effectivement la plus belle des missions. Je suis pas sûr que naturellement chaque père soit l'héros de son enfant. Je dirais que naturellement chaque enfant se construit en fonction de son père. Soit, on va dire, dans la continuité, soit en opposition. Mais oui, il y a le père est toujours le modèle, quoi, ça aussi. Le Pas modèle soit à forcément le suivre, soit héros, à oui, fuir. mais le modèle. Et je préfère être un modèle à suivre qu'un modèle à fuir. Oui, c'est clair. Quitte à choisir. Et c'est un peu voilà, le but potentiellement de cette future académie qui verra ou non le jour. Voilà, c'est un des projets que j'ai parmi tant d'autres.
Mais niveau Ouais. actualité, voilà à peu près où j'en suis. Et est-ce que tu as un livre, un film, un podcast, une ressource, toi, qui t'aura vraiment, aidé en tant que Alors c'est le livre que j'ai offert à Pierre, quand il est devenu papa. Alors c'est un livre, je pense pas qu'on va beaucoup te le citer, parce que j'ai plus le titre en tête. Je le trouve sur internet, je suis désolé. Vas-y, vas-y. C'est un livre qui s'est très bien vendu, mais qui en fait, qui prend la paternité un peu en dérision et traumatiser votre enfant. Donc, Ah 7 oui. méthodes infaillibles pour en faire un être inadapté mais génial. C'est un livre qui est super. En fait, qui te présente différents archétypes. Je t'envoie le lien sur le chat si jamais tu veux le proposer à ton audience ou toi, à ton niveau, le lire. C'est un livre qui Ouais, bah, vraiment je le mettrai dans que j'ai lu avant d'être père et que j'ai je le offert mettrai aussi dans le à descriptif. un autre ami. Hop, il est là. Et en fait, il te présente les archétypes de père à qu'il va exacerber, je parle de hauteur quand je dis il, dans ses traits, en justement les comportements, dans les attitudes, pour montrer ce qu'il ne faut pas faire. Mais donc c'est par le Ouais. prisme, encore une fois, presque du jeu, parce que c'est le prisme de l'humour. Donc c'est un petit livre, ici très Ouais, vite, ça a l'air, en une soirée, il est lu, hein, il fait 140 pages. Bah, peut-être pas une soirée, peut-être plus de 3 soirées. Mais voilà, effectivement, c'est un livre qui est pas mal du tout. Donc comment traumatiser votre enfant, 7 étapes infaillibles pour en faire un être inadapté, mais génial. et la même question, est-ce que tu aurais un papa à me recommander pour un futur épisode? Julien Lepage. Sachant que Pierre et David sont déjà passés. Là, c'est Julien Lepage. Julien, Ah, tu ne peux que contacter Julien Lepage. Pour moi, c'est l'exemple même de la personne qui incarne Julien Lepage. Je te le mets, hop, directement aussi dans le chat. Contacte-le sur Instagram de ma part, il va, je pense, accepter avec grand plaisir. OK, C'est la personne qui, pour moi, incarne le plus ses valeurs. Et qui il est. OK, bah, super. Bah, merci beaucoup pour, ces échanges et toutes ces belles notions d'incarner le héros et de nos enfants. Je pense que c'est des belles valeurs qui méritent d'être, d'être remis au goût du jour et d'être repartagées pour incarner ce qu'on dit et ce qu'on fait. Merci à toi pour ton temps, pour l'invitation et pour ce très beau projet que tu mènes là. Ah, merci beaucoup. À très bientôt. À bientôt et merci aux auditeurs. Merci d'avoir écouté cet épisode de Cœur de Papa. Une des personnes qui m'inspire, c'est Pierre Rabhi, avec la légende du colibri. Chacun fait sa part. Alors partage-moi tes idées, tes réflexions, tes envies de prochains sujets, tes expériences. C'est ta manière, à toi d'apporter ta goutte d'eau à cette aventure. Et si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à lui donner une note 5 étoiles et à laisser un commentaire. Tes retours sont précieux. Ils nous aident à faire grandir cette communauté de pères engagés. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, prends soin de toi et de ceux que tu aimes. Ciao!